Monsieur, Mesdames, bonsoir. Plusieurs audiences ce jeudi sur l'agenda du président de la République, Issoufou Mahamadou, s'est entretenu ce matin avec Monsieur Bokoum Abdoulaye, envoyé spécial du président centrafricain Michel Djotou-Dia, les porteurs d'un message de ce dernier au président de la République, chef de l'État. Je suis venu rencontrer son Excellence, Monsieur le Président Mahamadou Issoufou, lui faire part de la volonté du président centrafricain, Michel Djotou-Dia Androko, de vrai pour l'apaisement de la République centrafricaine. C'est dans ce ordre d'idée que nous sommes venus s'enquérir de l'expérience et des bons conseils du président nigérien. Dans l'après-midi, le chef de l'État a reçu l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger. Chihou a échangé avec le président de la République, Issoufou Mahamadou, sur le financement par son pays de la construction du 3e pont sur le fleuve Niger et bien d'autres projets. Je viens d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président, chef d'État. J'ai échangé avec lui sur le développement des rapports entre la Chine et le Niger. Par exemple, plus précisément, on a échangé sur le financement par la Chine de la construction du 3e pont sur le fleuve Niger. D'abord, il faut que des techniciens viennent sur place pour étudier sur la faisabilité. Et puis, on peut penser à l'exécution des travaux. Et on a évoqué également d'autres projets. Par exemple, le projet du charbon, le projet des routes. Le président de la République s'est également entretenu, toujours cet après-midi, avec l'ambassadeur de Turquie au Niger, Hassan Oulousoué, et le président Issoufou ont fait le tour d'horizon de la coopération nigéro-turque. Nous avons fait un tour d'horizon de relations bilatérales actuelles. J'ai profité de cette occasion pour présenter un petit résumé de le progrès dans ces domaines. Aussi, on a présenté nos meilleurs vœux pour l'année prochaine, mais aussi pour la fête de la République du Niger. Inch'Allah, l'année prochaine, il y aura plusieurs opportunités, une occasion pour mieux renforcer les relations avec les plusieurs projets qui seront réalisés concrètement. La dernière audience, le chef de l'État l'a accordée au secrétaire général entrant de l'Organisation de la coopération islamique OCI, Dr Iyad Madani, qui a déclaré avoir félicité le président Issoufou pour le soutien qu'il apporte au nouveau bureau de l'OCI. Et ma visite a été axée uniquement pour remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'avoir apporté son appui constant pour mon élection au poste de secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique. Et puis pour recueillir le conseil de son Excellence, Monsieur le Président, sur la vision de l'organisation, qu'il porte sur l'organisation de la coopération islamique. Nous fournirons le maximum d'efforts pour réaliser la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour que l'organisation soit à la hauteur de la communauté islamique. Audience également à l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, Mahamadou, a reçu ce matin en audience une délégation du Conseil parlementaire pour la paix du comité interparlementaire de l'UMOA. Cette délégation est conduite par le vice-président du dit comité, M. Melegui Traoré. Et puis un invité sur ce plateau, il s'agit du ministre d'État, ministre des Mines et du Développement industriel, M. Omar Hamidou Tana. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Et merci d'être venu. Monsieur le ministre, demain s'ouvre au Palais des Congrès de Niamey le Salon national de la créativité
de l'innovation, de l'invention et de l'innovation. Alors, quels sont les objectifs à assigner à cette conférence? D'abord, permettez-moi, madame, de vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau pour parler de ce salon que le ministère des Mines et du Développement industriel co-organise avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Nous avons cette année comme thème de ce salon la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il faut dire que ce salon se tiendra au Palais des Congrès du 20 au 23 décembre et permettra à nos inventeurs d'apporter leur pierre à l'édifice de à la construction de cet édifice important qui est l'atteinte de la sécurité alimentaire. Vous savez que le Niger, chaque année, nous vivons avec les aléas climatiques et nous devons faire en sorte que l'innovation apporte sa contribution quant à la réalisation de cette part importante du programme de la Renaissance du Niger qui est le programme l'initiative 3N. C'est ce qui explique le choix de ce thème. Exactement. C'est pour vraiment, parce que nous avons vu, nous avons récemment, deux Nigériens ont été récemment primés à l'occasion de concours internationaux. En 2011, on a un de nos compatriotes qui a reçu un prix international à Genève, en Suisse, pour avoir inventé la télé-irrigation qui permet de déclencher l'irrigation par un téléphone portable. Nous avons également un autre compatriote qui a été primé, qui a inventé le biocarburant à partir des fruits du Nîmes. Donc vous voyez bien que les inventeurs nigériens, ils sont assez prospères, ils font preuve vraiment d'un génie créatif très très important et c'est pour ça que nous devons mettre en œuvre ces inventions pour les mettre au service du peuple nigérien à travers la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cet atelier, vous l'avez dit, durera 4 jours, du 20 au 23. Alors, combien d'exposants sont-ils attendus à ce salon? Alors, quand nous avons lancé ce salon en octobre dernier, nous avons reçu plus de 70 dossiers. Mais nous avons mis en place un comité scientifique qui a trié 30 sur les 76 en tenant compte de l'originalité, de l'esprit inventif, de l'utilité de l'œuvre, du stade du développement. Parce que nous voulons des inventions utiles qui peuvent tout de suite nous aider à ce que l'innovation apporte sa contribution à l'initiative 3N. Donc voilà ce que nous avons prévu. Et à cette occasion, il y aura 3 prix qui seront remis. Le prix du président de la République, le prix du Premier ministre et puis un prix d'encouragement. Et quel est le sort qui sera réservé à ces œuvres sélectionnées? Je pense que vous touchez du doigt l'importance de la question. Nous devons faire en sorte que ces inventions ne restent pas dans les tiroirs. Nous nous sommes engagés avec le ministère de l'Enseignement supérieur à faire en sorte que ces inventions connaissent un lendemain meilleur. Nous allons avec, bien sûr, l'apport de nos partenaires, comme l'ONU, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, comme l'OAPI, l'Organisation africaine pour la propriété intellectuelle, l'OMPI, l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle, les aider à ce que leurs innovations, non seulement servent au Niger, mais aussi servent au monde entier. Monsieur le ministre, indépendamment de ce salon, il y a un autre sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers temps à Niamey, les négociations avec Areva. Alors, où en sommes-nous? Oui, je m'en doutais de cette question. Les négociations avec Areva continuent. Ce sont des négociations qui prennent du temps, puisque nous devons nous assurer que les conventions issues de négociations soient conformes et strictement conformes à la loi, mais aussi défendre les intérêts du Niger. Vous savez bien que le Niger, le président de la République a dit que notre partenariat dans le domaine minier doit être équilibré. Voilà pourquoi nous négocions pas à pas, article par article, afin que la convention qui va sortir de nos négociations soit une convention conforme à la loi et qui défende les intérêts du Niger. Les négociations vont bon train, donc. Elles vont bon train. Oui, votre dernier mot, monsieur le ministre? Mon dernier mot en ce qui concerne l'innovation, c'est d'abord vraiment d'inviter les Nigériens à se consacrer à la recherche. Beaucoup de pays, comme le Japon, comme la France, comme les États-Unis, comme l'Inde, tirent un grand bénéfice économique des produits de l'innovation. Et les Nigériens ont cette intelligence
Et je pense qu'en s'y mettant, on peut réussir. J'invite également, si vous le permettez, la population de Niamey à aller visiter, et tous les autres, de passage aussi à Niamey, aller visiter ces stands pour connaître ces innovations, et aux industriels, pourquoi pas, afin qu'ils puissent aider à l'exploitation de ces innovations. L'ouverture, c'est à quelle heure? C'est demain 10h. Demain 10h. Rendez-vous donc est pris à demain 10h au Palais des Congrès de Niamey. Suite de cette édition avec l'émission ministérielle, tout d'abord Zender, où se trouve le ministre d'État Abdoulabo dans le cadre de l'évaluation de la campagne agro-silvopastorale. Après Belbéji, la mission a effectué plusieurs visites sur les sites maraîchers du département de Tanout avant de présider un meeting populaire. Ali Akou, Garbamoman Kabiru. Café par le préfet du département de Tanout et l'honorable député national Maman Nakori, ainsi que des cadres techniques et responsables des forces de défense et de sécurité, le ministre Abdoulabo et sa délégation se sont successivement rendus au niveau des sites maraîchers d'Amourzouk et Chiroua. Deux sites, au regard de la mobilisation et de l'implication pleine et entière des populations, des autorités départementales et responsables des services techniques en charge de cette importante question, requièrent l'assentiment de tous et de chacun. En effet, ce sont plusieurs dizaines d'exploitants, en majorité des femmes, qui s'activent autant que ça se peut et le mieux qu'ils le peuvent à travailler la terre par le maraîchage. De 5 hectares l'année dernière à 10 hectares cette année pour le premier site et de 8 à 15 hectares pour le second, l'on se réjouit de ces résultats qui, un tant soit peu, traduisent éloquemment l'appropriation du programme de la Renaissance, notamment l'initiative 3N par ces vaillantes populations qui ont reçu un appui de l'État en semences améliorées, engrais, outils aratoires et protection des sites par des clôtures grillagées, ainsi que plusieurs puits maraîchers pour ainsi renforcer, dynamiser et accroître la superficie cultivable et la production. Des bénéficiaires qui n'ont pas manqué d'adresser leurs vifs remerciements et réitérer leur gratitude au président de la République Issoufou Mahamadou qui a fait renaître l'espoir en eux. Le ministre Abdoulabo, tout en les encourageant, leur a demandé plus d'abnégation, d'efforts soutenus et de sagacité afin d'atteindre les objectifs nobles assignés au programme de Renaissance pour un Niger émergent, prospère et radieux. Au cours du meeting populaire qu'il a animé à Tanout, le ministre d'État, comme il l'a fait à Belbéji, a abordé toutes les questions importantes concourant au développement du pays et s'est appesanti notamment sur la question de sécurité sans laquelle aucun développement n'est possible. Les efforts que déploient les autorités de la 7e République, au premier chef le président de la République Issoufou Mahamadou, qui entend continuer dans ce sens dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens, ont été abordés par le ministre Abdoulabo, qui a tenu à exhorter les uns et les autres à accompagner et à soutenir l'État dans cette lutte implacable contre le banditisme, l'insécurité, pour une paix durable, que le Niger soit un havre de paix, de stabilité et de quiétude sociale. Auparavant, le préfet Oumar Mohamed, dans son allocution, devait de prime abord présenter son entité administrative avant de magnifier sa joie et sa satisfaction quant à la preuve évidente de toute l'attention que le gouvernement de la 7e République accorde aux préoccupations des vaillantes populations conformément au vœu du président de la République Issoufou Mahamadou. À l'OPVN de Tanout, où la délégation s'est rendue, le ministre d'État s'est réjoui de la disponibilité des vivres stockés dans le cadre du stock national de réserve, où près de 1000 tonnes de mil y sont entreposées pour parer à d'éventuels problèmes. À Difa, c'est la ministre de l'enseignement primaire qui conduit la mission ministérielle. Madame Ali Mariama El Hadji Ibrahim s'est rendue sur plusieurs chantiers. Abdraman Mazou, Mohamed Ali. Angourti, département à vocation essentiellement pastorale, c'est le service de l'élevage qui a tout naturellement intéressé la mission gouvernementale. La direction départementale créée l'année dernière a besoin de locaux adéquats. Le chantier d'extension est en cours d'exécution. L'autre problème régulièrement évoqué ici est l'insuffisance de l'eau courante dans la localité,
Pour résoudre ce problème, l'État a investi pour réaliser une mini-adduction d'eau potable au profit de la compagnie des Forces armées nationales afin de décongestionner l'unique forage qui était en partage entre la population civile et les camps militaires. La délégation conduite par la ministre Mariam El-Hadji Ibrahim a profité de son passage pour transmettre aux éléments des fans les salutations et encouragements des plus hautes autorités nationales et en particulier le président de la République, chef suprême des armées, M. Issoufou Mahamadou. La délégation ministérielle s'est également rendue dans des écoles et en particulier celles qui illustrent le mieux les effets climatiques sur les infrastructures publiques. L'action conjuguée des phénomènes d'ensablement et d'érosion éolienne fait des ravages dans la région de Difa en détruisant méthodiquement des bâtiments en dépit des moyens dépensés en prévision justement de ces facteurs. À Ngigmi, la délégation ministérielle a également visité des réalisations et chantiers initiés en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Un centre de récupération nutritionnelle construit au sein de l'hôpital du district à Ngigmi, obtenu avec l'appui de l'ONG Save the Children. C'est la première réalisation de ce genre dans le département d'Ngigmi. Puis un chantier d'école pour la ville d'Ngigmi. Il en existe plusieurs de ce type et globalement, leur exécution avance au rythme de décaissement. Le chantier du marché à bétail, lui, est par contre terminé depuis plusieurs mois grâce à un financement du Prodex, mais son raccordement au réseau d'eau et d'électricité tarde à être effectif. Dernière étape, c'est sur les rives du lac Tchad où quelques producteurs privés de la ville d'Ngigmi tentent de faire de l'agriculture. À 30 km de leur lieu de résidence, ils cultivent du maïs, des légumineuses et font du maraîchage sur de petites superficies inondables à tout moment. Ils demandent des appuis à la délégation ministérielle qui a immédiatement indiqué la voie à suivre des dossiers à l'initiative 3N. La mission d'évaluation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique a conduit le ministre de l'Élevage et le ministre des Mines et du Pétrole dans plusieurs localités de la région de Tawa. Les départements de Madawa, Bouza et Keta ont constitué la seconde étape du périple du ministre Fouma Koigado. Yazirabiou Mohamed El Mokhtar. Dans chacun des départements visités, Madawa, Bouza et Keita, le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Fouma Koigado, qu'accompagne le gouverneur de la région de Tawa, Salifou Barmo, et le président du conseil régional de Tawa, Illo Adamou, a présidé une réunion de travail. Dans les 3 départements, l'on peut retenir qu'au plan de la préparation de la campagne en termes de semences, d'engrais et d'appui aux producteurs sous diverses formes, l'État et ses partenaires ont fourni de grands efforts. Efforts qui ont permis, malgré une campagne pluviométrique non satisfaisante, de dégager des excédents céréaliers plus ou moins importants, avec cependant de nombreux villages dans chaque département déficitaire à un niveau très important. Au plan fourrager, le déficit est également important dans chaque département. Si les terres récupérées dans le cadre de la restauration d'un environnement favorable sont mises en valeur, en semant les fourrages, les déficits au plan fourrager seraient réduits. Il en est de même pour les déficits de la production céréalière qui peut être atténué, comme l'ont recommandé tous les départements, avec l'intensification des cultures irriguées. Au plan hydraulique, nous avons noté des réalisations significatives susceptibles d'accroître le taux d'accessibilité à l'eau potable. Il convient de noter qu'après chaque réunion, le débat est instauré pour permettre l'enrichissement du document d'évaluation. À chaque fois, le gouverneur de la région et le ministre Foumakoy attirent l'attention des participants sur la nécessité d'un changement de comportement conformément au programme de renaissance du Niger. Pour les ministres de l'énergie et du pétrole, la renaissance du Niger suppose beaucoup de choses et en premier lieu de nouvelles approches et une grande volonté d'agir pour faire évoluer les méthodes de travail. Dans chaque département, la mission du ministre effectue des visites de terrain pour s'enquérir des potentialités existantes et pour encourager les producteurs et échanger avec eux sur les difficultés qu'ils rencontrent dans leur travail, avec à la clé des solutions dans la mesure du possible en rapport avec l'État et ses partenaires. Il y a environ plus de 4000 exploitants dans cette vallée
Et l'année dernière, avant la réalisation de ce forage, il y avait de nombreux ravins qui véhiculaient du sable ici dans la vallée. Mais avec ce seuil-là, donc, ça a permis de stabiliser le sol. Ça a également permis à la nappe phréatique de se relever, ce qui aussi a favorisé les cultures irriguées. Et même la production agricole se trouvera renforcée. Parce qu'avant la réalisation de cet ouvrage, il y avait 75 hectares qui étaient exploités. Maintenant, déjà, nous constatons qu'il n'y a pas moins de 300 hectares, en tout cas, qui vont être emblavés. Oui, c'était là la synthèse de la mission du ministre de l'Énergie et du Pétrole dans la région de Tawa. Pour sa part, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement en charge de la mission d'information sur les résultats de la campagne agro-silvopastorale au titre de la région de Tillabéri était pour sa part dans le département d'Abala, première étape de sa mission. Synthèse Jibonoubou, Zakari Mama. Arrivée dans la nuit, la mission ministérielle a été accueillie par la population de Filengue qui attendait la mission depuis les premières heures de la soirée. S'en est suivi le meeting populaire, meeting au cours duquel le ministre Wassalke Boukari, comme à l'étape d'Abala, a développé donc les thèmes liés à l'initiative 3N, à la question de la sécurité des personnes et des biens, des questions politiques de l'heure telles que la motion de confiance, la stabilité politique, la situation sociale, la formation des gouvernements d'union nationale pour ne citer que celle-ci. Outre le meeting, la mission a rencontré à Filengue les différents acteurs où les mêmes sujets ont été développés. Ces acteurs ont été suffisamment édifiés sur les mesures prises par le gouvernement pour la mise en œuvre du programme du gouvernement, notamment le PDES 2013-2015. Elle a également, après avoir suivi avec grande attention la présentation des différents directeurs départementaux, et donc échangé avec ces acteurs sur les résultats de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique et les dispositions prises par le gouvernement pour faire face à la situation. Notez enfin que le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a visité le ranch de Toukounous. Selon les explications du responsable de ce ranch, Dr Chanono, l'on dénombre 700 têtes, toutes catégories confondues. Pour protéger le pâturage du ranch, lutter contre le feu de brousse, 55 km de bandes pan-feu ont été réalisées. Toujours dans le même cadre, la mission du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique se poursuit dans la région de Maradi. Abdoumani était ce matin à Madaronfa, le compte-rendu de Maman Oumarou et Rahila Toucheb. Comme dans le département de Guidarungi lundi dernier, c'est un accueil chaleureux que les autorités administratives, coutumières et les populations des différentes localités du département de Madaroufa ont réservé au ministre Abdoumani qui conduit une mission diligentée par le président de la République Issoufou Mahamadou auprès des populations rurales de la région de Maradi. Dans les différentes communes comme dans le chef-lieu du département de Madaroufa, le ministre, les membres de la délégation, le gouverneur de la région de Maradi, le premier vice-président du conseil régional de Maradi et les maires de communes de Madaroufa se sont entretenus avec les populations sur les résultats de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique, l'état de la mise en œuvre de l'initiative 3N et les mesures prises par le gouvernement pour la mise en œuvre du PDES 2013-2015. Les questions sécuritaires, sanitaires et scolaires de ces populations ont également été évoquées. Le département de Madaroufa a enregistré un excédent céréalier d'environ 20 000 tonnes et un stock céréalier de sécurité de plus de 400 000 tonnes. Mais malgré ce résultat positif, nous avons constaté une avancée très significative des cultures de contre-saison, notamment dans l'initiative 3N. Aujourd'hui, c'est une réalité, l'initiative 3N. Nous sommes ici sur un site de Yalwa où les femmes ont produit énormément de produits, notamment l'igname, l'oignon, l'arachide. Et ces produits-là ont participé à l'amélioration très sensible des conditions de vie de la population. Donc on ne peut qu'être satisfait de l'étape de Madaroufa parce que les femmes sont en train de s'approprier l'initiative 3N. À l'instar des hommes, les femmes aussi ont acquis une certaine expérience. Ils ont de l'initiative. Ils arrivent à supporter l'ensemble de la population du village de Yalwa. Une femme à elle seule peut produire de la pomme de terre, de l'oignon, de l'arachide, à même d'aider l'ensemble
du foyer, à même de sécuriser l'ensemble du foyer en cas de problème de famille. À Giratawa, le ministre Mani et sa délégation se sont attardés sur le site d'aménagement d'un périmètre irrigué de 900 hectares exécuté par l'ONAHA à hauteur de 3,3 milliards de francs CFA sur forme propre de l'État. Grâce à la volonté politique des autorités de la 7e République, d'ici 45 jours, plus de 1600 exploitants pourront travailler sur ce site, ce qui leur permettra de subvenir aux besoins de leur famille. C'est pourquoi le ministre Abdou s'est longuement entretenu avec les experts qui l'accompagnent et les responsables chargés de la mise en œuvre de ce projet afin de contrecarrer d'éventuels problèmes. Les populations de Madaroufa, très touchées par cette marque d'attention à l'égard du monde rural, ont demandé au ministre Mani de transmettre le remerciement au chef de l'État et son gouvernement. Ces populations ont promis de bien gérer les acquis du programme de renaissance conçu pour eux. À Madaroufa, les populations affirment que le président Issifou Mamadou est l'homme qu'il faut pour la renaissance du Niger. En mission de travail dans la région de Dosso, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdoulaye Karim Amalan, s'est rendu dans les départements de Dogondouti, Loga et Dosso où il a effectué plusieurs visites. Synthèse, Habibou Garbabako, Manu El Hajisidou. Dans le département de Dogondouti, le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Abdoulaye Karim Amalan, a entamé ses visites par le château numéro 2 de la commune urbaine de Dogondouti, réalisé en 2012 avec une production journalière de 4344 m3 et 20 km d'extension dans la ville afin de satisfaire le besoin en eau des populations avant de se rendre à l'entreprise sémencière Al-Heli, toujours dans la commune urbaine de Douti, qui l'a d'ailleurs beaucoup émerveillé car répond aux attentes de l'initiative 3N avec la disponibilité en quantité et en qualité de semences. Ce fut ensuite le tour du site maraîcher de Takoudawa dans la commune rurale de Kéché avec environ 11 hectares pour 135 exploitants dont 12 femmes qui a reçu la visite du ministre Abdoulaye Karim Amalan. Ce site avec ses 12 forages qui a reçu des appuis dans le cadre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, vient encore d'être renforcé par des semences de pommes de terre, sorgho, niébé et choux qui ont été officiellement remises par le ministre de la Jeunesse et des Sports qui, en les remettant, a insisté sur la pratique des cultures de rente. Toujours à Kéché, des chèvres douces ont été présentées à la délégation ministérielle par les populations bénéficiaires, 253 têtes à raison de 2 femelles et 1 mâle par bénéficiaire de la part du projet PPAO en guise d'appui à l'initiative 3N. Là aussi, le ministre s'est dit satisfait de cette opération qui a bien reçu car déjà ces bêtes se sont multipliées au grand bonheur des populations. Dans le département de Loga, la délégation ministérielle s'est rendue au niveau du site maraîcher de Kosei-Kwara d'environ 2 hectares avec 8 puits ayant une profondeur allant de 16 à 17 mètres pour 135 exploitants dont 2 hommes, mais avec des problèmes liés à la quantité et à la qualité de l'eau qui tarit de temps en temps, mais aussi et surtout qui est couverte d'une matière grasse qui se répercute sur les plantes. Et c'est pourquoi le ministre a instruit les services de l'hydraulique pour une analyse afin d'y remédier à temps. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a aussi demandé aux techniciens de faire des études afin de renforcer la capacité des puits et placer des panneaux solaires pour alléger la tâche à ces populations. Le site Wafake de la coopérative de Kargibangou dans le département de Dosso de 11 hectares pour 26 exploitants, dont 26 femmes avec un forage artésien, a aussi reçu la visite du ministre Abdoulaye Karim Amalan qui a félicité et encouragé ces vaillantes populations qui ont, comme aux étapes précédentes, soumis une doléance relative au manque de clôture. Notons qu'à toutes les étapes, le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Abdoulaye Karim Amalan, a rencontré les populations auxquelles il a transmis les salutations fraternelles des autorités de la 7e République, tout en les demandant de continuer les prières pour que le bon Dieu descende sa paix et sa quiétude sociale dans notre pays, avant de leur remettre une somme symbolique de 150 000 francs CFA par site en guise de contribution et d'encouragement. M. Abdoulaye Karim Amalan a aussi demandé aux populations d'intensifier la culture de rente, surtout avec la disponibilité des semences de maïs, niébé et sorgho distribuées gratuitement par l'État dans le cadre de l'initiative 3N. Signalons enfin que le ministre Abdoulaye Karim Amalan a rendu des visites de courtoisie au chef de canton de Dogondouti, l'honorable Amadou Gao, et à celui de Loga, l'honorable Abou Kartassam, auquel il a transmis les salutations fraternelles du président de la République, son Excellence El Hadji Issifou Mamadou, avant de les demander de contribuer dans les efforts de la consolidation de la paix et de la quiétude sociale dans notre pays.
Sur un tout autre plan, à l'issue des négociations engagées avec le ministre de l'Énergie et du Pétrole, le Bureau exécutif national du Syndicat national des travailleurs de l'eau et de l'énergie et sa section de la SORAS viennent de procéder à la levée de leur mot d'ordre de grève, prévu demain 20 décembre 2013. Voici la teneur de ce protocole d'accord. À l'issue de ces négociations, il a été convenu de ce qui suit. Du point 1, l'instauration d'un dialogue permanent entre la direction générale et les délégués syndicaux. Du point 2, du 13e mois, la direction générale de SORAS s'engage au paiement du 13e mois au personnel. Des kits cuisinières. Les deux parties ont convenu de continuer les discussions à l'interne afin de parvenir à un taux pour les kits cuisinières. De la formation. Les deux parties ont convenu que le plan de formation élaboré par le cabinet ACAF fasse l'objet d'un examen à l'interne. Jusqu'à validation de ce plan, tout départ en formation sera suspendu. De la promotion. En cas de vacances de poste, la direction générale de SORAS s'engage à encourager la promotion à l'interne. Du logement. Pour les 101 logements en construction, les deux parties ont convenu de discuter à l'interne des critères d'attribution. Les deux parties ont convenu de soumettre au conseil d'administration un programme pour la suite des logements sociaux. En marge de ces discussions, les deux parties ont discuté des points contenus dans la demande d'audience auprès du ministère de l'Énergie et du Pétrole, objet de la lettre du 09-12-2013. C'est ainsi que les statuts du personnel étant déjà livrés par le consultant fera l'objet d'examen et d'amendement à l'interne par les deux parties. Quant à la grille de salaire, le processus de sélection du consultant est lancé. Le ministère de l'Énergie et du Pétrole doit être associé pour la suite de ce processus. En s'assurant ainsi des garanties de l'engagement de la Direction générale de SORAS, le Bureau exécutif national du Syndicat national des travailleurs de l'eau et de l'énergie du Niger, Ben Senatret, lève son mot d'ordre de grève prévu pour le 20 décembre 2013. Les deux parties se sont félicitées de la disponibilité et de l'esprit de compréhension qui ont prévalu tout au long des négociations. En foi de quoi, le présent procès verbal est établi pour servir et valoir ce que de droit. Fait à Niamey, le 19 décembre 2013, ont signé pour le ministère de l'Énergie et du Pétrole le secrétaire général Kane Halilou. Pour le Ben Sénatren, le camarade Hamidou Saïbou. Deux autres invités sur ce plateau, il s'agit de M. Banteli Liama Boubacar, directeur commercial de RTL Niger, et M. Papa Wemba, artiste musicien. Bonsoir et merci d'être venu. Bonsoir. Je commencerai tout d'abord par le directeur commercial de RTL Niger. C'est la première fois que vous venez sur le plateau de Télé Sahel. Exactement. Vous êtes certainement porteur d'une bonne nouvelle pour le public nigérien. Une très grande nouvelle. D'abord, permettez-moi de corriger un peu. Je suis le responsable communication de RTL Niger. Donc, comme vous le dites ce soir, nous apportons la très grande nouvelle qui était beaucoup attendue, puisque beaucoup de Nigériens n'y croyaient pas à l'arrivée de Papa Wemba, mon papa à côté, et aussi des pisqueurs qui sont à l'hôtel. Donc, déjà arrivé, papa a dit, il est chez lui. Il doit passer dire bonsoir à tous ces Nigériens qui l'attendaient tant, à tous ses frères, ses fils, ses filles, qui aimeraient vraiment le voir dans sa prestation, car vous savez, ce n'est plus une vedette du Congo, mais plutôt de l'Afrique tout entière. International. Donc, je ne vais pas aller très loin. C'est juste dire à tout le public
que nous leur donnons rendez-vous demain au Palais de Congrès, où papa posera son tampon, et aussi au stade. Encore là, ça sera un deuxième cachet. Donc il y aura 2 concerts. Hein. Il a 2 concerts. Et pouvez-vous nous dire dans quel cadre se situe cette manifestation? Vous savez, en entreprise citoyenne, Airtel a décidé un moment, comme il a l'habitude de le faire, de remercier toute sa clientèle d'une façon grandiose. Et aussi de faire profiter la culture nigérienne d'une expérience inégalée, qui est celle de Papa Wemba et aussi de P-Square. Donc, globalement, je vous dirais, c'est le cadeau de fin d'année que Airtel donne gratuitement à toute sa clientèle pour vraiment terminer cette année avec une signature qui n'a jamais existé et qui peut-être ne va pas se répéter. Une signature de Papa Wemba. Voilà. Bienvenue. Parce qu'il n'y a pas un sans deux. Moi, c'est la seconde fois que je viens au Niger. C'est la seconde fois. Et quel est le sentiment qui vous anime? Il y a plus de 20 ans en arrière. Et moi, je ne me rappelle plus de rien dans cette ville qui s'est métamorphosée d'une façon incroyable. Je salue tous les Nigériens et toutes les Nigériennes. Comme c'est les cadeaux que nous offre Airtel, je crois que venez. Vous allez vivre des moments vraiment très bien en ma compagnie et avec le groupe Viva la Mosca. Un répertoire est large. Comment se passe le séjour? Vous avez déjà rencontré quelques-uns de vos invités de la soirée? Je viens à peine d'arriver, il y a quelques 3-4 heures, 7 ans, où je suis encore là, très fraîchement là, et j'attends pouvoir rencontrer des amis peut-être demain matin, on aura parlé, et puis bon, le soir, on va se retrouver au Palais de Congrès. Et qu'est-ce que vous proposez au public nigérien? Ma voix et mon répertoire. Le message? Vous avez un appel particulier à lancer à l'endroit du public nigérien en général et des clients d'Airtel Niger en particulier? En fait, les clients, ils seront toujours là, les bienvenus, avec cette façon de collaborer avec Airtel. Nous leur disons merci et vraiment un grand merci. Et le message particulier que j'adresse à tous les Nigériens, c'est que cette année va se terminer en beauté et nous allons rentrer de plein pied l'année 2014 qui va être une année vraiment de marathon, mais aimons-nous les uns les autres. Un avant-goût de cette soirée, en acapella. Isalelinayo Maria Valencia, Sekalinayo Maria Valencia. Merci d'être venu. Donc le rendez-vous c'est pour quand? Demain au Palais de Congrès à 20h. Et après-demain, je vous dis, après-demain oui, le samedi, ça serait au Stade Général Séni-Kounché, c'est la même heure. Un rendez-vous donc à ne pas rater. À ne pas rater. Merci d'être venu. Suite de cette édition, à l'instar de la communauté internationale, notre pays a célébré ce jour, 19 décembre 2013, la journée mondiale de la lutte contre la pneumonie. C'est le CSI de Kumba qui a servi de cadre au lancement des activités commémoratives. Mamadou Adamou, James Didi. Et de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans avec un total de 930 412 cas, dont 1538 décès, soit 15,63%. Selon les données statistiques sanitaires de 2010, la pneumonie demeure toujours un problème de santé publique. Elle se transmet par les virus et les bactéries, couramment présentes dans les voies nasales ou le pharynx des enfants pouvant infecter les poumons en cas d'inhalation. La pneumonie qui tue chaque année plus de 1,4 million d'enfants de moins de 5 ans à travers le monde est une pathologie qui se transmet également par voie aérienne par les biais de gouttelettes émises lors de la toux ou des éternuements. Pour sensibiliser la population sur cette pathologie en tant que problème de santé publique,
et de contribuer à la prévention des millions de décès d'enfants à travers le monde. C'est l'objectif de la célébration de cette journée mondiale de lutte contre la pneumonie et c'est le CSI de Kumba qui a été choisi pour le lancement de cette journée. Cette mortalité, bien qu'ayant connu une régression significative, reste encore préoccupante car passant de 123 pour 1000 à 81 pour 1000 et 63,2 pour 1000 selon l'enquête survie mortalité de 2010, pour un objectif de 41 pour 1000 d'ici 2015. La mise en application de ces pratiques permettra sans nul doute de réduire cette maladie évitable afin de contribuer à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, plus particulièrement l'OMD 4. Précisément, il s'agit de protéger les enfants en encourageant la pratique de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois, assurer une nutrition adéquate et une bonne hygiène, assurer la prévention de la maladie par la vaccination, soigner les enfants au niveau de la communauté ainsi que dans les formations sanitaires grâce à une gestion efficace des médicaments et une antibiothérapie appropriée. Au Niger, malgré les efforts déployés pour réduire les dégâts causés par cette pathologie, beaucoup reste encore à faire pour combattre efficacement cette maladie qui fait de nombreuses victimes chez les enfants, particulièrement à cette période de froid. Au Niger, la pneumonie est la deuxième cause de morbidité et de mortalité chez les enfants de 0 à 5 ans. Le but de cette journée de lutte contre la pneumonie, c'est de sensibiliser la population sur cette pathologie qui est la pneumonie, qui est un problème majeur de santé publique, et afin aussi de contribuer à la réduction de la mortalité et incontournable. Au cours de cette cérémonie, les enfants ont formulé une pétition à l'endroit du gouvernement pour les protéger contre cette pathologie mortelle. Monsieur le ministre de la Santé publique, la pneumonie tue plus d'enfants de moins de 5 ans que n'importe quelle maladie. Elle tue un enfant toutes les 15 à 20 secondes. Cette maladie est responsable de plus de 20% de l'ensemble des décès d'enfants de moins de 5 ans. Pourtant, des moyens efficaces existent pour prévenir et traiter cette maladie. Plusieurs allocutions et manifestations ont marqué également cette cérémonie. L'allocution du premier vice-maire du deuxième arrondissement, des sketchs de sensibilisation sur la prévention contre la pneumonie ont été présentés au public pour passer le message, celui de notre devoir d'agir ensemble pour lutter efficacement contre la pneumonie et aussi sauver la vie de nos enfants. Une visite guidée du CSI a sanctionné la fin de cette cérémonie. Du 3 au 7 décembre dernier, le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé, Alma Oumarou, a pris part à la 9e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce OMC tenue à Bali, en Indonésie. Cette rencontre a vu la participation des représentants des États membres, des États observateurs, de la presse, du secrétariat de l'OMC et de la société civile. Le résumé de la participation du Niger à cette conférence avec Moussa Amani. Cette 9e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce OMC, tenue du 3 au 7 décembre 2013 à Bali, en Indonésie, s'est particulièrement penchée sur la facilitation des échanges, l'agriculture et les questions de développement. L'objectif étant de parvenir à l'adoption du paquet de Bali. Le Niger, représenté par le ministre en charge du commerce et de la promotion du secteur privé, Alma Oumarou, a dans son intervention sur le podium de cette conférence rendu d'abord un vibrant hommage au directeur général sortant de l'Organisation mondiale du commerce, Pascal Lamy, pour le travail remarquable accompli durant son mandat à la tête de l'organisation et félicité l'ambassadeur Carvalho de Azevedo pour sa nomination comme 6e directeur général de l'OMC avant de souligner les attentes du Niger à cette conférence de haut niveau. Ma délégation tient d'emblée à exprimer le souhait que le paquet de Bali, résultat de négociations intenses, transparentes et inclusives, soit adopté par notre conférence. Il est le fruit d'un travail remarquable accompli par nos délégations respectives et l'aboutissement d'efforts inlassables du directeur général de l'organisation qui a su rapprocher les différentes positions autour de ces questions essentielles. Nul doute
qu'un résultat se traduisant par l'adoption de ce paquet marquera une rupture avec une longue période d'incertitude depuis Doha et permettra notamment aux pays les moins avancés, dont le Niger, de tirer avantage d'un système commercial plus juste et plus équitable. C'est pourquoi la délégation du Niger, qui est solidaire des positions exprimées ici, au nom des pays les moins avancés PMA, du groupe africain, des pays ACP, appelle à plus de flexibilité autour des questions qui résistent encore à cette nécessité d'avancer par l'adoption de ce paquet de Bali. Il importe donc de faire de ce paquet de Bali notre récolte à tous, qui donne espoir à chacun pour les nombreuses questions et les nombreuses opportunités qu'il offre aux pays les moins avancés en particulier. Nous réaffirmons l'importance des éléments qui forment ce paquet, en ce qu'il constitue d'ailleurs une source d'espoir pour la prise en compte effective du programme de Doha pour le développement. Il donne l'espoir que des pays comme les nôtres pourront s'intégrer davantage dans l'économie mondiale, qui leur offrirait des perspectives meilleures pour leur développement économique et social. Le ministre Almo Oumarou de souligner également que le Niger trouve en la facilitation des échanges un instrument de commerce pour la fluidité et la rapidité des procédures qu'elle préconise et insiste dans le même temps sur l'impérieuse nécessité de consacrer la liberté de transit comme élément tout aussi essentiel pour que les résultats globalement escomptés soient à la portée des pays concernés. Retour à Niamey où les écoles primaires Lazare 4 et Talagué ont bénéficié d'un important lot de matériel informatique, scolaire et sportif don de l'ambassade de Chine au Niger et qui s'inscrit dans le cadre de la coopération sino-nigérienne. Abdoulaye Haruna, Borika Albadja. Dans le cadre du forum sur la coopération sino-africaine, la construction de l'école primaire Lazare 4 en 2009 a coûté 400 millions de francs CFA. Ce matin, cette école a bénéficié d'un important lot de fournitures scolaires, de 2 ordinateurs avec imprimante, d'une table de ping-pong, de 20 ballons de basket et 20 ballons de football pour un montant de plus de 3 millions de francs CFA. L'ambassadeur de la République populaire de Chine, en procédant à la remise officielle de cet important lot de matériel, a indiqué que cette école et celle de Talagué figurent parmi les écoles les mieux équipées dans notre capitale. Il a en outre demandé aux élèves de travailler dur afin de changer leur destin à travers les connaissances et répondre aux attentes de leurs parents et de leurs enseignants. Le directeur de l'école primaire Lazare 4 a présenté de vive voix ses remerciements et sa gratitude à l'ambassadeur de Chine au Niger pour les efforts inlassables qu'il ne cesse de déployer au profit des populations nigériennes en général et aux élèves en particulier. Depuis la création de l'école en 2009, vraiment l'école a enregistré tellement de résultats satisfaisants et tout ça là grâce à la coopération chinoise. Donc nous remercions vraiment. Mes premières impressions, c'est que nous souhaitons à ce que l'ambassade de Chine puisse continuer à apporter un soutien vraiment de toutes les natures, que ce soit sur l'école nigérienne en général et l'école primaire Lazare 4 en particulier. Nous avons un effectif de 644 élèves, dont 321 filles. Donc on a vraiment des effectifs là, et un peu pléthoriques si on peut le dire ainsi. Donc c'est pour cela même nous cherchons l'extension de l'école. Donc on vient de soumettre à l'ambassade de Chine des doléances à travers lesquelles on a demandé l'extension des classes. Parce qu'à la rentrée, il y a tellement d'engouement ici. Les parents d'élèves cherchent massivement à inscrire leurs enfants ici. Donc il a fallu parfois même que nous renvoyions les élèves, les parents avec leurs parents pour les écoles voisines. Donc ça, vraiment, c'est compte tenu de la situation de l'école, les conditions d'études qui sont vraiment favorables, que les parents d'élèves cherchent à amener leurs enfants ici. Les élèves des 2 écoles de l'amitié Chine-Niger, qui sont l'école Lazare 4 et l'école Talagué, sont les bénéficiaires et les témoins de la coopération sino-nigérienne. Un bel exemple de coopération et de fraternité entre les peuples. Au ministère des Affaires étrangères s'est tenue ce matin la première réunion du comité de pilotage du projet Jeunes, Paix et Développement, financé à hauteur de
à hauteur de 3 millions de dollars US par le système des Nations Unies. C'est le président de la haute autorité à la consolidation de la paix, le colonel Mahamadou Abou Tarka, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cette rencontre qui a permis, entre autres, de faire le point de la situation sur le terrain. Youssouf Suleiman, Gérard Abdelaziz. Le projet Jeunes, Paix et Développement JPAD a démarré en juin dernier avec comme objectif global de consolider la paix en mobilisant les jeunes et en cherchant à travers leur inclusion à canaliser leur énergie vers les activités communautaires, productives, sociales et citoyennes dans les communes de Tintabaraden et de Tassara. Après 6 mois d'exécution sur les 18 prévus sur un financement de 3 millions de dollars du système des Nations Unies, l'heure est au bilan au tiers du parcours. 2 tiers de la population du Niger a moins de 24 ans. Donc l'objectif essentiel, c'est de mettre cette jeunesse au travail, de pouvoir atténuer les facteurs de conflit pour pouvoir nous inscrire dans les orientations et la vision du chef de l'État qui, dans ce cadre aussi, mentionne clairement que la paix et la sécurité et le développement sont indissociables. Le comité de pilotage est une instance extrêmement importante de ce projet parce que il est censé donner les orientations stratégiques. Il est censé aussi valider les plans de travail et il est censé faire des recommandations pour une implantation et une exécution efficiente du programme. Je pense que le Niger est sur la bonne voie. Notre coordinatrice a été recrutée en novembre. C'est une femme très dynamique qui a commencé à travailler sur le terrain avec les élus locaux, avec les autorités et sous votre leadership, Monsieur le Président, et avec les agences des Nations Unies. Et je ne doute point que des résultats très appréciables seront atteints par ce projet. Pour la haute autorité à la consolidation de la paix, HACP, il est nécessaire, voire indispensable, que chacune des communes de sa zone d'intervention bénéficie d'un projet de ce genre pour lui permettre d'accomplir sa mission. Si nous arrivons à ce résultat, nous pourrons alors considérer que nous avons relevé le défi de la paix et de la stabilité. Et nous pourrons également considérer que nous avons fait du Niger une base solide pour renverser la tendance actuelle à la déstabilisation de notre région et redonner espoir aux populations de la zone sahélo-sahalienne meurtrie. Au cours de cette réunion, les participants ont fait le point de la situation sur le terrain et rappelé le rôle et la responsabilité du comité de pilotage, les directives stratégiques et les recommandations à mettre en œuvre pour une meilleure poursuite de l'exécution du JPAD ont été les derniers points de cette rencontre. La 9e session ordinaire du Conseil d'administration du Fonds de solidarité africain se tient depuis ce matin à Niamey. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre délégué au budget, assurant l'intérim du ministre des Finances, Guy Mathieu Akouti Oglassin. Ce conseil d'administration permettra à ces administrateurs des États membres d'examiner et d'adopter le budget d'exercice 2014 du Fonds de solidarité africain, FSA. Le budget 2014 proposé à l'adoption du conseil d'administration et qui fera l'objet de nos discussions s'inscrit dans le cadre de la poursuite de l'objectif de relance des activités du Fonds de solidarité africain et d'une présence plus affirmée de l'institution dans l'accompagnement du développement économique des États membres. Au niveau opérationnel, les nouvelles approbations de garantie prévues pour 2014 sont estimées à 31 milliards de francs CFA. Il est également prévu des refinancements sous forme d'opérations d'allongement de durée de prêt pour un montant de 1,8 milliard de francs CFA. Les opérations de bonification sont prévues pour un montant total de 1,6 milliard de francs CFA. Le conseil d'administration dans son ensemble et chaque administrateur au niveau de son gouvernement respectif manifeste sa disponibilité à apporter à la direction générale l'appui dont elle a besoin pour mener à bonne fin les mesures envisagées. Le gouvernement apportera tout l'appui nécessaire de façon à accroître l'intervention du Fonds de solidarité africain en faveur des sociétés et entreprises nigériennes. Le secteur privé nigérien doit prendre sa place dans l'essor de l'économie nationale, a besoin de l'appui des instruments de coopération
tels que les fonds de solidarité africaine. À travers ces différentes techniques d'intervention, le Fonds de solidarité africaine pourra faire partager aux opérateurs économiques et aux banques son expertise afin d'accompagner par son appui au secteur privé dans le financement de l'économie. Soyez assurés que le gouvernement du Niger apportera tout l'appui nécessaire de façon à accroître l'intervention du Fonds en faveur des sociétés et entreprises nigériennes et des pays membres afin d'entretenir les trains de croissance enregistrés ces dernières années. Le Conseil d'administration aura adopté lors de la présente session le budget de l'exercice 2014 qui affiche un excédent prévisionnel. Ce budget traduit la volonté des instances du Fonds à assainir jour après jour la situation de l'institution afin de la rendre apte à relever les défis qui sont les siens. Le gouvernement du Niger veillera à ce que sa contribution au titre du Fonds spécial de bonification FCB soit libérée. Le Fonds de solidarité africain FSA a pour mission de participer au développement économique de ses États membres en facilitant la mobilisation des ressources financières en vue du financement des projets d'investissement et en faveur des institutions de microfinance en servant de catalyseur des systèmes financiers des pays membres. Ouverture ce matin à Niamey de la session ordinaire du comité de pilotage du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest pour l'année 2014. Au centre des travaux, le bilan des réalisations 2013 et la programmation 2014. Moudachir Oumar Jamila, Yahero. Faire le bilan des réalisations du programme de travail et du budget annuel 2013 du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO WAP Niger, approuver le programme et le budget 2014, c'est l'exercice auquel le comité de pilotage s'est attelé au cours de cette journée. Une rencontre marquant la première session ordinaire du comité de pilotage du PPAO WAP Niger pour l'année 2014. Ce projet est en effet dans sa conception innovant, en ce sens qu'il intègre tous les éléments indispensables au développement d'une agriculture. Formation de tous les niveaux et de tous les acteurs, recherche, transfert de technologies, vulgarisation, échange de tout genre entre pays de notre sous-région. Ce projet, qui a pour principal objectif le développement agricole, a depuis son lancement fait des avancées significatives. Ainsi, 84 504 bénéficiaires, dont 15 788 femmes, dont soit 32%, ont été directement touchés par les activités du projet. Plus de 20 000 hectares ont été emblavés avec des variétés à double usage, fourrage et graines, de sorgho et niébé, et 11 000 tonnes de fourrage ont été produits. 77 650 producteurs ont adopté les technologies diffusées par le projet. En outre, le projet a permis de produire 1110 tonnes de semences certifiées, dont 660 tonnes de sorgho et 450 tonnes de niébé, ce qui permettra d'emblaver près de 124 000 hectares en 2014. Plus de 1400 chèvres rousses et bovins Azaak ont été diffusés auprès de 500 bénéficiaires, dont 450 femmes. 298 vaches ont été inséminées dans la région de Tawa. Ajoutons également à tout cela l'adoption de la technologie de triple ensachage pour la conservation du niébé par plus de 40 000 producteurs. En matière de transfert de technologie dans les autres pays du PPAO, dans le cadre de l'intégration régionale et le marché des technologies, les blocs multinutritionnels densifiés et les races animales du Niger, dont les ébus Azawak et Goudali, ont traversé les frontières nationales pour être introduites dans la sous-région, notamment au Burkina, Bénin ou en Mauritanie. À la date du 31 septembre 2013, le PPAO a atteint 50% des réalisations. La présente réunion permettra de tirer des leçons à partir du bilan réalisé afin de produire des résultats encore meilleurs pour les futures interventions.
Atelier de lancement du réseau de gestion des risques hydrométéorologiques dans les villes africaines, Riva, Niger, c'est ce jeudi à l'hôtel Oasis, rencontre qui permettra de réfléchir 2 jours durant sur la mise en œuvre des différentes activités du réseau qui bénéficient de l'appui du gouvernement français et de l'Institut de recherche pour le développement IRD. Issa Keissa, c'est Ismaïla Ibrahim. C'est un truisme de dire que l'Afrique subit de plein fouet les conséquences liées au changement climatique, toute chose qui illustre assez tristement les inondations récurrentes dans nombre de ses capitales et grandes villes. Pour y faire face, entre autres ébauches de solutions, des intelligences s'organisent en réseau, dit RIVA, réseau de gestion des risques hydrométéorologiques dans les villes africaines. Cet atelier de lancement est une de la douzaine d'activités que nous avons prévues dans le cadre de ce réseau. Lancer ce réseau nous permet de commencer nos activités et nous permet de voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons aller en synergie, le monde de la recherche et le monde des praticiens. Ce qui est important aussi, comme c'est un réseau qui n'est pas en fait une structure de recherche, mais une sorte de structure d'appui conseil. Dans les 2 pays, la Côte d'Ivoire et le Niger, il y a 2 petits projets de recherche qui ont été arrimés donc à ce réseau pour essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut apporter un plus donc à la vie du réseau. La mise en place de ce réseau a été rendue possible d'une part grâce au soutien du gouvernement français qui participe déjà de manière générale à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA dans la recherche au Niger et d'autre part la grande implication de l'IRD présente au Niger depuis 1957 a permis la naissance de ce réseau qui est le bienvenu dans le giron de la recherche. Ce type d'initiative consistant à mettre à profit l'expertise scientifique de nos institutions respectives est à encourager. Pour cela, tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert l'atelier de lancement du réseau Gestion du risque hydrométéorologique dans les villes africaines, RIVA. Pour mettre en route les toutes premières activités, la kyrielle des participants venus du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de l'intérieur du Niger ont 2 jours de réflexion. Autre rencontre ce matin à Niamey, les travaux de l'atelier de la revue annuelle du programme pays Niger UNFPA 2009-2013. L'objectif est de procéder à un examen approfondi des résultats de la mise en œuvre du programme. Sekinat Abdou Sidibou. Organisé par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA en collaboration avec le ministère du Plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, cette revue annuelle du programme Pays Niger UNFPA 2009-2013 vise à identifier les forces et les faiblesses des résultats afin de formuler des recommandations pertinentes susceptibles de réduire la pauvreté et d'améliorer les conditions de vie de la population. L'ensemble des interventions ainsi menées dans le cadre de la santé de la reproduction a contribué au progrès en matière de réduction de la mortalité maternelle, dont le ratio est passé de 648 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2006 à 535 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2012, soit une baisse de 17% dans un intervalle de 6 ans. À l'amélioration de la prévalence contraceptive, passant de 5% en 2006 à 12,2% en 2012. Au rehaussement du taux d'accouchement assisté par un personnel qualifié, estimé à 20% en 2012, et au renforcement du leadership des jeunes et des femmes. Des progrès, certes, mais beaucoup reste à faire. Ce 7e programme qui est à la phase finale de sa mise en œuvre cadre parfaitement avec le plan de développement économique et social P2S 2012-2015. C'est pourquoi le représentant du ministre d'État, ministre du Plan, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à œuvrer pour le bien-être de la population. Mesdames et messieurs, la revue annuelle du programme pays est un exercice participatif qui implique non seulement l'UNFPA,
mais aussi et surtout la partie nationale qui a une responsabilité accrue pour l'atteinte des résultats en améliorant de manière permanente